Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse générer des tracks entières dans pas longtemps, hein. Pour moi, c'est une histoire de quelques années, hein. Je pense qu'il y a des challenges qui n'existaient pas avant, du coup, qui sont apparus aujourd'hui parce que maintenant, faire de la musique, c'est possible pour tout le monde. En tout cas, tout le monde, demain, peut mettre quelque chose sur Spotify. T'as des percussions tellement stylées et tellement impressionnantes en VST. En fait, quand tu le mets à côté de percussions réelles que t'as enregistrées, et bah ça sonne tout petit. Juste avant que l'interview commence, je te fais juste un petit rappel que durant l'interview, tu n'auras pas besoin de prendre de notes. J'ai tout référencé dans un document où tu pourras voir tous les liens de ce dont on parle dans l'interview, que ce soit les plugins, les vidéos, les références, etc. T'as juste à checker le lien dans la description et à mettre ton mail et tu reçois le document dans la foulée. Comme ça, tu peux vraiment profiter de l'interview et si tu trouves intéressant ce qu'on dit, tu auras juste à checker la description. Maintenant, je te laisse avec l'interview. Eh bah, bonjour. Bonjour Alain. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette interview. J'espère que tu vas bien, j'espère que le week-end a été bon, que tu as pu te reposer. Ouais, ça va super. Week-end génial. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu qui tu es et voilà. Bon, on a un petit indice sur ton pull, mais est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais? Je l'ai pas fait exprès. Alors, donc moi je m'appelle Fares Mesdour et je suis ingénieur en informatique et électronique des systèmes embarqués. Et je suis également chef de produit chez Arturia depuis maintenant 2 grosses années. Donc pour ça j'ai fait un cursus ingénieur en école d'ingénieur à Grenoble, à Polytech Grenoble exactement. Ensuite j'ai fait un stage de 6 mois chez Arturia, essentiellement dans le développement software, parce que je m'occupais de l'intégration entre le matériel et le logiciel, c'est-à-dire entre les contrôleurs que propose Arturia sur le marché, donc tout ce qui est Minilab, Keylab Essential, Keylab, et les stations de travail audio numérique ou les DAW, c'est-à-dire Live, FL Studio, voilà, des softwares que tous ceux qui font de la musique, de la production musicale connaissent. Et du coup, moi, mon objectif, c'était de faire de l'intégration entre les deux, donc c'est-à-dire déporter quelques features du software sur le matériel, sur le contrôleur, pour pouvoir fluidifier l'expérience. Et voilà. Donc là, c'était mon stage. Et ensuite, à la fin de ces 6 mois, j'ai été embauché en contrat à durée déterminée chez Arturia en tant que chef de produit sur la gamme Lab. Et depuis, je travaille essentiellement sur les contrôleurs et sur les DAW. Voilà. D'accord. Ouais, donc ça c'était pour le côté professionnel. Donc je suis maintenant chef de produit chez Arturia au niveau de la gamme Lab. Donc je m'occupe des contrôleurs en ce moment. Et de mon côté personnel, du coup, j'ai fini l'école 2 ans. Je suis aussi producteur de musique d'un groupe de rock et je manipule énormément les outils musicaux à la fois numériques, informatiques et hardware et matériel. Et voilà, je fais beaucoup de production musicale. Je suis aussi donc producteur pour certains de mes amis, ingénieur mix et légèrement de master. Et c'est pas ma spécialité. Eh, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà pas mal de casquettes, hein, mine de rien. Et on peut Je- avoir le nom du groupe? Le nom du groupe, c'est Feed the Sun avec le soleil en anglais. On a lâché un album en 2022. Et là, on est en train de travailler sur un EP. C'est essentiellement de la pop rock qui dérive un petit peu vers du métal assez populaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça envoie beaucoup. D'accord, bah je pense que Sissi rajoutera ça au montage, mais en tout cas, ça a l'air intéressant. J'irai checker ça juste après l'interview. Et- Je suis toujours très curieux. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais cette fibre musicale? Ça a été quoi un peu le premier élément déclencheur ou peut-être que tu en as eu plusieurs un peu tout au long de ta vie? Ouais, donc c'est une grande histoire que je vais essayer de faire courte. Alors en fait, la fibre musicale, franchement, je pense que le tout début, c'est quand mon cousin m'a appris Guitar Hero. J'étais chez lui et j'ai vu qu'il jouait à ce jeu-là et je trouvais ça incroyable. Donc je l'ai acheté par moi-même et de fil en aiguille comme ça, je suis passé d'un jeu où je composais un petit peu mes morceaux sur Guitar Hero à la batterie. En fait, c'était mon truc. Du coup, j'ai fait chier ma mère, je lui ai dit: «Bah, voilà, j'aimerais vraiment apprendre le solfège, la batterie et tout». Elle m'a mis là-bas. Ma mère, elle avait un peu des moyens modestes et elle s'est quand même démerdée pour m'acheter petit à petit un pad, une batterie électronique, donc voilà. Petit à petit, je commence à avoir un petit peu un setup chez moi. À partir de 15 ans, j'ai commencé ça, donc très tard, hein, pour avoir un musicien. Puis là, en fait, la batterie, ça suffisait pas parce qu'en fait, les voisins, ils en pouvaient plus. Donc du coup, j'ai dû délocaliser ma batterie et je suis tourné vers la guitare de mon père qui était dans ma chambre. Je le romance un petit peu, mais c'est vraiment l'idée que j'ai maintenant, quelques années après, quoi. Du coup, j'ai pris la guitare, j'étais sur internet, j'ai regardé, je sais plus ce que c'était Radioactive d'Imagine Dragons et j'ai commencé à apprendre les 4 accords, que tout le monde maîtrise à la guitare au début
Et de fil en aiguille comme ça, j'ai commencé à toucher un peu un clavier. Donc à l'époque, c'était un clavier maître que mon père m'avait acheté. Il m'avait craqué FL Studio. Oh Il m'a là dit: «Tu là. verras, peut-être un jour tu t'en serviras». Mais pas du tout. Ah, le pirate. Le papa pirate. Et du coup, voilà, donc batterie, guitare, un peu multi-instrumentiste, j'ai commencé à toucher un peu au chant. Et voilà, vers 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à faire mon premier home studio. Donc j'ai acheté un micro, The T-Bone chez Thomann à 60 € dynamique. J'avais une carte son Focusrite 2002, j'avais un vieux PC des années 2010 qui tournait pas du tout et je devais mettre le buffer à 1100 à 1024 pour pouvoir enregistrer quoi que ce soit. Donc c'était assez difficile, mais j'ai commencé comme ça. Et la fibre musicale, c'est vraiment arrivé à ce moment-là où j'ai compris qu'en fait la création musicale, c'était mon truc. Je jouais de la batterie, je jouais de la guitare. Je me disais, j'ai vraiment envie de garder une trace de tout ça. Et je pense que mes premiers enregistrements datent de 2016, ouais, c'est ça. Ça remonte un peu, hein, ça fait longtemps. Et voilà, et du coup, de fil en aiguille, grâce à Arturia, j'ai pu augmenter mon setup et aujourd'hui, je fais ça de manière, on va dire, semi-professionnelle. Déjà, t'as été beaucoup plus smart que moi parce que moi j'ai commencé vraiment la musique, à faire de la musique à peu près au même âge, je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé la guitare. Mais l'enregistrement en 2009, 2010, un truc comme ça. Et à l'époque, alors c'est sûrement moi qui étais très très con, mais du coup moi je savais pas comment on record. Du coup moi à l'époque j'avais acheté un adaptateur parce que j'avais mon câble jack et en fait je récupérais la sortie de mon micro que je branchais à la sortie, enfin la sortie en gros, la sortie casque de mon ampli, je la branchais sur la sortie micro de mon PC pour Je faisais également un adaptateur 635 vers 3.5. voilà. Tu le mettais comme ça. Quand j'avais pas de carte son, je faisais exactement comme ça. Et du coup, je pense que je les ai encore. Peut-être que si je le retrouve, peut-être qu'on le mettra dans l'interview. Mais Ouais. j'ai un enregistrement d'époque comme ça. Mais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet où j'avais montré les premières musiques que j'avais fait sur Ableton Live quand je l'avais découvert à l'époque. Et c'est vrai que c'est très drôle de revoir des tracks d'il y a, là maintenant ça va faire 10 ans, mais Ouais. de voir un peu les systèmes débrouille. Ah, c'est ça, ouais. Et avant, c'était vraiment difficile de s'enregistrer dans des conditions décentes. Et ouais, il y avait Audacity, c'était le plus connu. Oui, c'est ça. Puis, Euh, puis Reaper était pas encore très Jean- connu à l'époque. En tout cas, moi ça ouais, commençait, mais c'était les balbutiements, quoi. c'est ça. Et en plus, en vrai, je trouve que vers 2012-2013, il n'y avait pas tant de ressources que ça sur la production musicale de record. Alors peut-être en anglais, parce que je pense qu'il devait y en avoir, Et mais en ouais, français, franchement, il n'y avait pas du tout. franchement, Audio Fanzine, voilà, c'était à peu près, je pense, le repère de tout le monde pour essayer de trouver des infos sur comment faire un truc. Et encore, c'était Audio Fanzine, c'est un peu le groupe de potes du pub. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des infos qui vont être vraies, des infos qui vont être fausses. Ça va être à toi de faire un peu le tri des fois parce que t'as des gens qui disent mais non, mais t'inquiète, Ouais, si tu ouais. fais ça comme ça marche bien. Et en fait, pas du tout. Donc c'est vrai que c'était un peu laborieux, mais je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça. Et moi, je me rappelle ma première carte son, ça devait être une 8i6 que j'ai revendue il y a pas longtemps, de Ah première oui, gen, c'est quand même une boîte. voilà. Et je l'avais acheté avec ma première paye de stage, donc on était en 2013, je crois. Ah ouais, ok. Ah Voilà. ouais, ça marche. Donc Ouais, évidemment, c'est que des premières générations dont on parle, hein. Enfin, maintenant, troisième gen c'est maintenant. plus, non, c'est de la troisième génération, ouais. Mais ouais, c'était ça. Moi aussi, c'était difficile de trouver l'info enfin, du coup, j'ai fait beaucoup de pratiques assez douteuses à l'époque. Tu n'as pas fait la technique des boîtes à eux, ça va? Et bah, bien sûr que Ah si, tout le là là, monde l'a fait. terrible. J'ai fait ça mais je pensais à l'époque que ça insonorisait. C'est-à-dire que je pensais que quand je mettais des boîtes aux œufs sur le mur, avec ma batterie, je pensais qu'en fait les gens entendaient moins. Alors qu'en fait, ça juste traite le son de ta pièce. Bah Mais, oui, mais pas c'est de clair. l'extérieur. Ça, pour ça, faut couler des dalles en béton et mettre des. C'est autre chose. Mais voilà, on a tous fait des Ah erreurs, bah bien hein. sûr. Mais tu sais que moi, pendant un temps, je me crispais. Parce qu'il y a eu une période, peut-être que tu l'as vu sur YouTube, où tous les vidéastes gaming avaient tapissé leurs murs de panneaux acoustiques Thomann, tu sais, les plus bas de gamme, là, Oui, 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 bien sûr. Oui, les grilles. Je me rappelle que moi, ça me crispait de voir ça, parce que je en mode, mais je sens la pièce en train de mourir à vue d'œil. Dans... j'étais pas bien. Et j'étais content quand cette vague Ah, est c'est passée, hein. vrai. Oui, oui. Ah, c'est clairement vrai. Mais c'était un game, ça, hein. Franchement, je me Ah oui, rappelle. oui. Ouais. Il y avait n'importe quelle vidéo, donc de musique plus, même de gaming, il y avait vraiment ces espèces de cônes en silicone, en mousse. Enfin, même pas, c'était des petits carreaux comme ça, et ça tapissait le fond du youtubeur, quoi. Oui, oui. C'était constant. Et je trouve ça très très drôle. Du coup, t'as fait tout ce parcours. Euh, Comment t'en es venu
à travailler chez Arturia? Après mon bac, donc moi je fais une filière scientifique, et à partir de 16 ans, après mon bac, j'ai fait prépa générale, MPSI, PCSI, PSI. Ensuite après, il y avait les concours à la fin de ces 2 années d'enfer et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste tout simplement pas rester chez moi». J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec l'informatique, l'électronique à Grenoble et je me suis toujours dit au fond de moi-même: «J'aimerais quand même si mon père et ma mère n'étaient pas vraiment dans cette optique-là, c'était assez traditionnel, j'aimerais quand même lier l'électronique et l'informatique à la musique. Je vois pas comment c'est possible. J'aimerais quand même faire de la musique une partie de ma vie». Donc je me suis inscrit à ce concours. J'ai eu ce concours et j'ai pu aller à Grenoble. Première fois où je mets mon slip, j'avais 19-20 ans, je crois. Est-ce que tu viens de quel coin? Je viens de Lille. Moi, je viens du nord de la France. Ah, Je suis très originaire bien. de Lille. J'ai vécu 20 ans là-bas. Et du coup, je voulais partir du nord et je suis arrivé dans le pays des montagnes, à Grenoble, et pour faire cette école d'ingénieur. Et même à la fin de l'école d'ingénieur, je me dis, mais enfin, je me voyais bosser dans l'informatique, quoi, tu vois. Et là, il y a Arturia qui vient à mon école pour un forum. Je me dis, c'est une pote à moi, je connaissais même pas ce nom-là, hein, je savais même pas que j'avais déménagé dans la ville d'Arturia, tu vois, Mmh. pour te dire, je connaissais même pas. Et là, il y a une pote à moi qui me dit: «Ah, tu devrais checker Arturia, c'est un truc de musique et tout». Je fais: «Ah, super, j'y vais, cool». Et là, je rentre là-dedans et je vois ça et je fais: «Mais attends, mais c'est là-dedans qu'il faut que je». Ils sont venus jusque dans mon école, pourquoi? Et en fait, du coup, je postule. Elle m'a dit: «Ah, c'est dommage, nous, on prend que des stages de fin d'année». Donc moi, j'étais en 4e année, il faut savoir que c'est un master, donc 5 ans. Et en 4e année, je vais les voir et tout, ils me disent: «Ah, mais nous, on prend que des fins d'année». Je fais: «OK, c'est pas de souci, je reviens l'année prochaine». Elle garde mon contact et tout. L'été passe, le 1er septembre, j'envoie mon meilleur mail. Elle me dit: «OK, pas de souci, on retient ta candidature». J'avais fait CV et tout, j'étais vraiment montré que j'étais motivé et elle me dit: «OK, bah, viens aux portes ouvertes, c'est en novembre et on voit si jamais on peut avoir un stage pour toi». Et depuis, j'ai une chance énorme parce que Grenoble, c'est vraiment truffé de musiciens un peu comme moi, tu vois? Des petits débutants ou même un peu plus expérimentés, mais qui, voilà, cherchent un peu des jobs là-dedans. Et moi, j'ai eu la chance d'être pris parce que justement le poste, eh ben, c'était sur l'intégration des dos, donc des contrôleurs Arturia avec FL Studio. Et FL Studio, moi, j'étais en mode: «Mais c'est pas possible, ça fait 5 ans que je fais du FL Studio chez moi dans ma chambre, juste pour moi-même». Et là, on me propose de travailler sur FL Studio. C'est-à-dire que j'arrivais le matin et j'ouvrais FL Studio, c'était mon logiciel de travail avec une console de debug dedans et tout. Je me dis: «Putain, mais c'est quand même cool». Et du coup, fort heureusement, ils m'ont sélectionné et j'ai pu après un petit test, montrer que voilà, je pouvais développer en Python, des scripts d'intégration, ils m'ont gardé. Et voilà, du coup, les besoins se sont fait sentir et je suis resté, jusque-là. Donc voilà. Franchement, un peu inattendu, j'ai envie de te dire, pour répondre à ta question. Jusqu'à la dernière année de mon école d'ingénieur, je savais pas vraiment. Et après, j'ai vu ça et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai eu peut-être un peu de chance, mais surtout beaucoup, beaucoup de persévérance. D'accord. Et du coup, là, ça va faire combien d'années que tu travailles chez Arturia? Ça va faire, donc je suis arrivé pendant le covid, je pense pendant l'entre-covid. Ça fait plus de 2 ans. Je suis arrivé en avril 2021, le 1er avril 2021. Donc là, ça fait plus de 2 ans, en tout cas que je suis en contrat à durée déterminée. D'accord. Et du coup, tu as dit que tu travaillais sur la gamme Lab. Et du coup, est-ce que tu as des anecdotes? Ou est-ce que tu as vu des choses intéressantes? Est-ce que tu as peut-être fait d'autres petites choses qui sont un peu moins connues, sur lesquelles tu as travaillé? Voilà, est-ce que tu as des petits insiders un peu rigolos à raconter? Sur, c'est pas facile comme question ça. Ah ah! Non, mais je J'ai suis là pour poser heu, des questions aussi, moi, qui m'intéressent, moi. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je travaille souvent avec Arturia et que du coup, moi, j'aime bien leurs produits, hein, ça, c'est pas nouveau. Je bosse quasiment qu'avec la suite, putain, c'est la V Suite, c'est ça? Ouais, c'est ça. les collections? Ouais, la V Collection, je travaille quasiment que ça. Et à chaque fois, je monte les plugins, à chaque fois, je trouve ça intéressant parce que les plugins d'Arturia, de mon point de vue, c'est les plugins qui sont les mieux foutus en termes d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que les sons sont là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que il y a des collections de plugins qui sont suffisamment intuitifs pour permettre que n'importe qui a fait un plugin se retrouve sur tous les autres plugins. Là, notamment avec tout ce qui est Augmented Brass, Augmented Voices, Augmented Strings, on s'y retrouve facilement. Et le fait d'avoir 2 niveaux de compréhension avec un niveau simple qui permet de prendre en main toutes les sonorités et un niveau plus avancé où on peut vraiment tout personnaliser, c'est vachement cool. Et le deuxième truc, moi, que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait que c'est le système de gestion des presets. C'est tout bête, mais le fait d'avoir un système où on peut naviguer dans les catégories et dans les sonorités qu'on veut, ça fait que pour trouver un son, c'est vachement plus rapide que chez certains autres concurrents que moi j'ai testé, où j'étais en mode, bah en fait, tu navigues dans genre lead et t'as 200 plugins à la suite, et là, faut que tu
Faut que tu appuies sur suivant, 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 suivant. Et je trouve ça vraiment pas intuitif et pas très interactif. Alors que Ouais, je là, comprends. on a le style, on peut avoir le courant musical, on peut avoir le type de sonorité et deux, trois infos, genre si on veut des trucs RPG, etc. Et c'est vrai que je trouve ça plus intéressant. Mais du coup, moi, je suis toujours très curieux de savoir un peu s'il y a même des retours d'expérience, des trucs un peu où on se dit, ah, attends, c'est marrant. Lui, il a bossé là-dessus, mais il a aussi bossé là-dessus. Il a fait. Voilà, t'as eu aussi des fulgurances, tu vois, des choses où tu te dis, ah, mais faudrait qu'on fasse ça comme ça, et qu'en fait, on te dit, ah, mais oui, trop bonne idée, tu vois. Donc, en lien avec mon travail, c'est-à-dire d'intégration, j'ai réalisé des scripts pour FL Studio, pour les anciens contrôleurs, Hmm. donc les Keylab Mark II sur le marché, Keylab Essential et Minilab Mark II, qui n'ont jamais été rendus publics par Arturia, parce qu'on n'a jamais trouvé le temps de les mettre, de faire la communication là-dessus, mais c'était mon sujet de stage. Et en réalité, ils sont à un endroit précis, qui sont dans un forum niche de FL Studio, qui est en fait, l'intégration, elle permet de contrôler le séquenceur, built-in à l'intérieur du, donc c'est un peu niche, mais c'est un travail qu'on n'a jamais voulu rendre public parce qu'on n'a jamais vraiment eu de temps pour se pousser sur cette intégration-là. Donc ça, c'est un premier job que j'ai fait, qui est un peu passé, sous les lumières, mais qui est, sur les internets, disons, qu'on peut télécharger. Sinon, au-delà de ça, j'ai fait, j'ai pris part à plusieurs projets, notamment le Minifuse Recording Pack. Donc, c'est un pack d'enregistrement qui contient une carte son Arturia, un casque Arturia, un micro Arturia. Et en fait, donc, du coup, moi, j'ai réalisé tout ce qui était packaging. Et en fait, à l'intérieur, il y a une petite histoire marrante, c'est qu'en fait, à l'intérieur du pack, donc nous, tu sais, on aime bien, comme tu l'as dit, on aime bien un peu essayer de rendre l'onboarding un peu facile, tu vois, faire que les gens ils prennent un peu le truc en main rapidement. En fait, nous, on n'aime pas, enfin là, on essaye de revoir un peu notre processus d'onboarding. Quand tu ouvres le paquet du Minifuse Recording Pack, tu vois une espèce de dessin filaire bien fait, avec une Minifuse qui te dit comment te connecter à ton ordinateur et tout. Et à gauche, tu vois un dessin sur Adobe Illustrator à main levée, comme ça, la wall again, d'un mec avec une guitare. Et en fait, ça fait un énorme contraste. Et du coup, bah, c'était notre designer qui a fait ça. Et j'ai dit, mais en fait, faudrait le laisser parce qu'en fait, c'est super bien. Et on a présenté l'idée. Et du coup, c'est resté. Et là, aujourd'hui, si tu achètes un Minifuse Recording Pack, tu vois le dessin à main levée qu'on a fait sur Adobe Illustrator en une demi-seconde, qui en fait véhicule un peu une notion d'art parce que c'est quand même dessiné à la main, c'est bien fait. Elle a quand même des talents, cette designeuse. Donc, franchement, on l'a gardé. C'était super cool. Donc, ouais, ça m'a un peu étonné qu'un truc aussi rapidement fait soit sur un packaging qu'on vende dans des magasins, quoi. Mais, Voilà. mais c'est vrai que des fois, je trouve ça très drôle parce que je trouve il y a un peu cette vague. En fait, c'est marrant, parce que je trouve qu'il y a eu un peu une transition dans le milieu de l'audio où on est passé on se prend vraiment très au sérieux sur plein de trucs, on fait des trucs. Tu sais, c'est des Mercedes, tu vois, on a des belles voitures et machin, le truc au millimètre, machin, à, ouais, regarde, on a fait un truc en carton. C'est beau, hein? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce qu'en fait, on retrouve ça à tout niveau. Donc là, je parlais de l'onboarding, mais tu sais, il y a des plugins. Je pense à Sausage Fattener ou des trucs comme ça. Je sais pas si tu voyais le Oui, oui, plugin. C'est un plugin qui, je crois que c'est juste un plugin. Je dis pas de bêtises, c'est juste un plugin de distorsion. oui. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et c'est juste une saucisse et tu tournes un knob et la saucisse elle devient de plus en plus rouge et c'est trop drôle et il y a des gens bah tu vois ils prennent ça et enfin je sais pas c'est on veut tellement rendre les choses plus parce que l'audio c'est quand même compliqué. Le milieu de l'audio c'est pas marrant après au premier sens du terme, c'est pas comme les jeux vidéo où avant tu passes enfin et du coup le fait de rendre ça super ludique et super simple à la fois dans les couleurs, à la fois dans le nombre de paramètres, bah ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui touchent à ça et on le voit aujourd'hui, il y a une énorme révolution dans le monde de la musique, quoi. C'est fou. Donc ouais, c'est super cool de voir qu'en fait, parfois c'est juste un petit trait, c'est juste un petit note, c'est juste un petit truc qui fait le charme d'un produit, quoi. Parce que chez Arturia, vous faites du hardware, enfin du software et tout ça. Du coup, toi, t'es plutôt hardware ou software? Et surtout, est-ce que t'es plutôt in the box ou out the box? C'est dur, mais moi je suis quand même de la team, quand même essentiellement de la team software, à une exception près. C'est que j'ai quand même besoin d'un contrôleur. Donc, quand je dis hardware, je parle de contrôleur pour pouvoir aller justement contrôler tous mes plugins VST. Parce que moi, je suis pas vraiment un puriste audiophile. Moi, je suis batteur à la base. Mais tu vois, par exemple, j'ai un plugin de batterie, j'enregistrerai jamais une vraie batterie par moi-même parce que je sais que c'est trop dur. Puis même si jamais j'arrivais à dégoter une bonne batterie, des micros décents, une pièce vraiment cool,
En fait, j'arriverai pas à la cheville de ce que fait par exemple Toontrack ou de ce que fait Addictive Drums. Ouais. Là, c'est déjà des donc en fait, il faut juste vivre avec son temps et aujourd'hui, je pense que ces plugins-là font quand même vachement plus le café que ce que moi je pourrais faire dans ma vie. Mmh. Donc oui, sans hésiter, je dirais software, même si ça dépend vraiment des besoins, c'est particulier comme question, moi je dirais je suis beaucoup software, ouais. Ensuite, in the box ou out the box. Donc là, tu parles bien de l'utilisation des plugins natifs à dos ou alors des plugins tiers. Moi, bah, tu le sais, t'as vu mon milieu, tu vois de quoi je viens. Je viens d'un studio où on branche directement dans la prise micro. Donc je dirais tous les plugins qui sont pas vraiment payants, qui ne demandent pas d'argent, donc des plugins qui sont directement dans le dos, sont mes go-to essentiellement. Et encore aujourd'hui, je me retrouve à utiliser pas mal donc j'utilise FL Studio et je me retrouve à utiliser pas mal d'outils propres à FL Studio. Je pense notamment à Grossbeat, c'est incroyable comme plugin au-delà du jeu de mots. Grossbeat. Ils ont quand même fait un bon plugin voilà, de stutter et de time stretch qui est vraiment super. Ça donne des effets sur des rolls de hâte, ça peut faire des effets reverse, un peu de trappy, un peu vraiment tendance. Et j'aime vraiment beaucoup ce plugin qui a essayé d'être reproduit plusieurs fois out the box. Glitch. Reverse. Pitch shift. Scratching. And gating effects. Donc c'est franchement, je pense que dans FL Studio, il y a quand même pas mal de trucs qui sont cool. Donc je dirais plutôt in the box, même si aujourd'hui Arturia me permet certaines choses que je pourrais pas me permettre avant. Très très bien. J'ai quand même pas mal de plugins qui me facilitent la vie et qui sont du coup out the box. Je pense à la suite FabFilter, à Soundtoys, c'est mes go-to, à Spitfire, qui sont quand même essentiellement plutôt qualitatifs. Voilà, ça c'est mes go-to. Et moi aussi. C'est mon seul go-to Arturia, je dirais. Très bien. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur la partie batterie. C'est vrai que pour l'avoir vu un peu, quand on veut faire du record, le niveau 1, c'est t'enregistres une guitare, t'enregistres une voix. 2, 3, c'est quand tu commences à enregistrer plusieurs instruments en même temps. Le niveau encore au-dessus, c'est que tu commences à enregistrer une batterie parce qu'il faut que tu positionnes plusieurs micros à différents endroits, etc. en ayant la bonne acoustique parce que sinon t'es mort. Et après, le niveau encore au-dessus, c'est quand tu vas commencer à enregistrer un orchestre parce que ça commence à être... Ouais. Là, tu commences à arriver à des niveaux de technicité poussés. Sans compter si en plus tu veux te rajouter une petite problématique et tu as envie de te mettre une chambre à reverb, tu vois. Donc tu vas enregistrer dans un studio bien particulier où tu vas envoyer ton son dans une salle à reverb pour le récupérer après derrière. Ouais, Là, non, tu ça, commences à atteindre des niveaux de complexité très très impressionnants. Et c'est vrai que tu peux vite arriver sur des problèmes techniques. Et ce qui est rigolo avec tout ce qui est percussion, c'est que maintenant, dans 90% des cas, dans 90% des orchestres, tu n'enregistres plus les percussions. Parce qu'en fait, le rendu sonore des percussions, que ce soit batterie ou même des trucs comme des percussions plus orchestrales, en fait, t'as des plugins comme Damage. Où tu vas avoir des... Alors, il y a une autre banque de chez... Il y a une banque de chez Native dont j'ai plus le nom, qui pareil, c'est de la percussion, je le remettrai peut-être en insert, mais t'as des percussions tellement stylées et tellement impressionnantes en VST, qu'en fait, quand tu le mets à côté de percussions réelles que t'as enregistrées, et bah ça sonne tout petit. Déjà qu'un orchestre, alors ça, on va casser une idée reçue tout de suite. Quand tu enregistres un orchestre de base, ça sonne tout petit. Parce qu'en fait, c'est pas mixé, il n'y a pas de compression, il n'y a pas de truc, c'est pas... Et du coup, à côté d'un VST, ça sonne pas bien, en fait. Il faut vraiment le traiter, le mixer, etc. pour que ça sonne vraiment bien. Ouais. Mais même en faisant ça, les percussions, elles se font battre par des trucs comme des matchs parce que c'est des trucs qui sont ultra calibrés et que les percussions, c'est, on va dire, ce qu'il y a de plus facile à reproduire en instrument virtuel. Parce que t'as pas tous ces enjeux que tu peux avoir avec des cordes où tu vas avoir des moments de soutien, etc. Tu vas pas avoir comme sur les vents la notion de souffle, etc. et de positionnement du souffle. Donc c'est vrai que c'est très particulier, quoi. Et quand je vois des Toontrack ou des Easy Drum, tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Puis même aujourd'hui, pour fabriquer un son, on a deux choix. Soit on a une synthèse, soit on a de l'enregistrement. On appelle ça aussi des samples, des banques de samples. Dans les deux cas, c'est très difficile d'avoir vraiment de l'articulation. Enfin, si on veut du réalisme
on va généralement choisir des samples parce que ce sont des vrais instruments qui ont joué ça. Mais c'est quand même ce que tu dis, c'est vrai, c'est très difficile d'avoir une vraie articulation d'un vrai violon, par exemple, et de pouvoir jouer ça et programmer ça sans que ça soit chiant, tu Mm. vois. Enfin, c'est vraiment difficile. Là où les percussions, en fait, moi, par exemple, Toontrack, il y a un nombre énorme de nuances. Par exemple, sur une caisse claire, tu peux taper sur le centre, sur le côté, en rimshot, tu peux taper avec le bout de ta baguette, avec le dessus de ta baguette. Pretty cool. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est du one shot. Pas vraiment d'articulation, c'est plutôt plein de prises différentes. Et du coup, en fait, ça fait des librairies qui sont énormes, mais au final, pas très complexes à fabriquer, j'ai envie de dire. Et du coup, très réaliste pour le coup, parce que là, tu vas pouvoir layerer beaucoup de. Tu vas pouvoir voilà, empiler plusieurs sons pour en faire un vrai. Enfin, voilà, c'est. Et du coup, c'est difficile de rivaliser avec Toontrack, quoi. Même quand tu as une batterie, une vraie. En termes de. Enfin, c'est mieux en termes d'efficacité. Donc, ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner du réalisme, ça te fait gagner. Enfin, ça te fait gagner plein de choses, c'est ce genre de VST. Pour moi, c'est mon go-to à vie, je pense. Je sens que je vais tout le temps faire du rock, je pense, donc j'en aurai tout le temps besoin. C'est clair. Et puis en plus, d'ici 10 ou 15 ans, on pourrait être surpris de la progression. Et d'ailleurs, moi, je Ouais. mettrais moi, Nostradamus, petite vision. À mon avis, je pense que l'IA va résoudre pas mal de problèmes de réalisme des VST, je pense. Parce qu'à mon avis, il y a plein de choses que l'IA va permettre de construire pour pouvoir justement aider, on va dire, les simulations d'instruments, notamment en cordes, etc., à gagner en réalisme et à gagner en texture pour résoudre ces problèmes-là qu'on a actuellement, qui est que, en fait, on a beaucoup de mal à agencer tous les... En fait, quand tu vas prendre une banque de samples, genre cordes ou vent, tu vas avoir un amoncellement de records avec soit de la simulation de reverb, soit ils ont enregistré dans plusieurs reverbs, et après, tu dois passer de l'un à l'autre, donc tu peux plus ou moins moduler avec des boutons ou avec un fader. Et je pense qu'à mon avis, on va arriver à un point où à un moment donné, l'IA va pouvoir prendre le relais là-dessus. Et juste par rapport à l'intensité dans la manière dont tu appuies, etc., et aux liaisons que tu as entre tes différentes notes, il va commencer à t'aider à faire ton schéma, etc., et te proposer des petits schémas comme ça de notes, voire même potentiellement aider pour créer du réalisme entre les différents points, par exemple en créant des respirations, etc., pour aider. Typiquement, là, je l'ai vu récemment, il y a un instrument qui a été créé, alors je retrouve le nom, je crois que c'est Synth5 ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un simulateur de chant. En fait, ils enregistrent des gens et après en IA, tu peux genre marquer toutes tes paroles, mettre ta note, mettre tes respis. Et t'as Et vraiment un truc super réaliste en termes de chant. Et t'es en mode, ah ouais. Et alors, tu peux le sentir un petit peu sur certaines langues, mais il y a des extraits où bien mixés, c'est super dur de le détecter. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est un gros challenge aujourd'hui, l'IA, c'est super à la mode et j'ai l'impression que dans l'audio, là, il y a des trucs de fou. Bah, moi, la dernière fois que j'étais surpris dans l'IA, avec l'IA dans l'histoire du son, c'était Freddie Mercury qui chantait du Linkin Park, je crois, ou l'inverse. Oui. Et moi, ça m'a bluffé parce que je me suis dit, ok, je sais que c'est Freddie Mercury. Si tu m'avais pas dit que c'était de l'IA, enfin là, je le sais parce qu'il est mort, mais enfin, tu vois, c'était très dur de dire que c'était généré, quoi. Après, sur certaines syllabes, comme tu le dis, voilà, t'écoutes de manière attentive, tu peux sentir des artefacts. Oui. Franchement, c'est un énorme progrès, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on puisse générer des tracks entières dans pas longtemps. Pour moi, c'est une histoire de quelques années, hein, je pense. Ah bah, ça, Vu la vitesse à laquelle ça va. ah bah c'est clair. Et puis en plus, après, moi, j'étais très curieux des outils IA, donc j'ai fait un peu le test dans mon coin. Justement, je me suis enregistré genre sur 1 heure en français et en anglais. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calqué ma voix sur différents extraits pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, quand t'as un enregistrement vraiment clean, c'est-à-dire si t'as pas une reverb de sagouin, etc., franchement, il y a des gens, j'ai réussi à les bluffer et ils y ont vraiment cru. Hein, parce que juste, ils étaient en mode, mais depuis quand tu chantes aussi bien? Parce que, alors moi, je chante un petit peu, mais j'ai pas la technicité, tu vois, d'un chanteur de Green Day ou d'un truc comme ça, ou de Dave Grohl dans Foo Fighters. Mais quand je calais ma voix dessus, à part dans les très aigus, parce que je sature pas ma voix, naturellement, et ben en fait, ça passe.
ça passe vraiment crème. Et on a fait le test Oui, inverse. C'est-à-dire que j'ai pris des potes qui savent pas chanter, mais qu'on a enregistré 1 heure et que je les ai calés sur un mec qui sait chanter. Et alors, tu sens que. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu sens que c'est des gens qui sont pas à l'aise avec le chant, mais ça sonne, ça marche. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. Defense, spitting infinity, but the wheel is spinning me, it's never ending. Et c'est juste, tu vois, parce qu'ils font le suivi de notes, etc. Et du coup, t'es en mode. Ça veut dire que. Et moi, c'est un truc que j'avais. Enfin, que c'est une discussion que j'ai eue avec des potes il y a pas longtemps. Ce qui va être assez potentiellement intéressant, c'est que par exemple, tu vois, sur des dessins animés, des trucs comme ça, bah des fois, t'as une phase parlée et t'as des phases chantées. Tu vois, je pense à des Disney, des trucs comme Oui. ça. Mais souvent, ils sont obligés de trouver des gens pour faire les raccords voix. Parce qu'en fait, des fois, les comédiens ne savent pas chanter. Et c'est normal, hein, tout le monde ne sait pas chanter. Il y a un monde où on va pouvoir avoir des raccords voix vraiment naturels, où les gens vont juste s'enregistrer et on va les raccorder sur un mec qui chante bien. Et paf, et on aura vraiment le raccord voix parfait, où ça sera la même voix, mais pas avec la même technique de chant. Et ça, moi, je trouve Ouais, c'est ça vrai. super cool pour la cohérence, en fait, du truc. Ah, clairement. Tu disais que t'as utilisé utilises des outils qui permettent de. C'est quoi le nom de l'outil? C'est pour moi, hein, c'est le nom de l'outil qui permet de linker donc, la voix du mec qui sait pas chanter à quelqu'un qui sait chanter, c'est Ça quoi? s'appelle RVC. Si tu veux, je te ferai un cours R privé. Et Si tu veux, je te montrerai. ça a l'air intéressant, parce que enfin, je l'ai jamais testé, faudrait que j'essaye ça. En fait, RVC, le principe, c'est que tu vas avoir. En fait, tu vas train un modèle. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas lui filer une base de données de voix. Alors, en général, il recommande entre 30 minutes et 1 heure. C'est possible dans la qualité la plus haute possible. Et après, en fait, tu vas lancer un entraînement. Donc, ça veut dire qu'en gros, il va s'entraîner sur un certain nombre d'échantillons. Je l'ai fait en très courte pour pas saouler tout le monde avec ça. Et en gros, ça peut durer. Alors, par contre, c'est très long parce que ça boot sur ton PC. Donc, ça veut dire que ça charge pendant un petit moment. Mais tu peux faire des pauses. Donc, c'est pas un problème. Et en fait, une fois que tu as ton modèle, en gros, tu vas pouvoir l'importer dans le logiciel. Et ce qu'il va faire, c'est que après, tu lui envoies un fichier voix. Et en fait, il va se calquer sur ce fichier voix et te proposer un truc. Ok. Et ça permet vraiment, du coup, donc c'est une phase. d'avoir un rendu un peu sympa. Sachant que ça marche surtout, ça marche avec la parole, ça marche avec le chant. Et ça marche, du coup. Et alors, j'ai fait le test, c'est un truc une fois. Tu peux aussi t'amuser à le mettre sur de la musique. Alors, ça devient très très vite foutraque et c'est très très drôle. Genre, j'avais testé sur une musique de cirque. La fameuse musique qui fait et j'avais testé et c'était très très drôle parce que c'était vraiment très foutraque et j'ai eu des grosses crises de fou rire sur j'avais testé de mettre des voix sur Bring Me to Life de Evanescence et comme t'as un segment femme, un segment homme, du coup t'as vraiment ce distinguo. Tu vas avoir la moment femme, moment qui va être en mode c'est ultra chanté, un peu aigu. Et le moment mec, ils sont là, wake me up! Et c'est trop drôle. Et j'ai vraiment eu des larmes de ça et chandelier. C'est des valeurs assurées pour bien rigoler. Hein. Ok. Voilà, si tu veux mes conseils. Et dans un registre un peu plus sérieux, si demain tu devais repartir de zéro, c'est-à-dire que tu repars de zéro, tu gardes un peu tout ce que tu sais, tu vois, mais on repart 10 ans en arrière, tu vois. Qu'est-ce que tu ferais pour... qu'est-ce que tu ferais différemment? Et si tu devais... Est-ce que tu changerais quelque chose? Genre, est-ce que tu commencerais par quelque chose de différent? Est-ce que tu prendrais un angle différent? Je pense que si on revient 10 ans en arrière, j'ai 15 ans, donc je commence la musique. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas envie d'arrêter. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est si je veux vivre de la musique ou pas. Et du coup, moi, le conseil que je me donnerais serait de m'entourer des meilleures personnes pour déjà fabriquer tout ce qui est groupe, le côté personnel et tout. Je pense que j'ai besoin de ça. Besoin d'avoir la musique, de faire de la musique dans mon quotidien. Après, au niveau du travail, je changerais pas forcément la finalité, c'est-à-dire que bosser si ça me correspond, mais par contre, je changerais l'approche. C'est-à-dire que je vais beaucoup plus aller regarder ce qui se passe dans l'industrie. J'irai regarder beaucoup plus ce qui se passe dans l'industrie. Je me renseignerai sur notamment Arturia, mais peut-être d'autres. En tout cas, je sais que je prendrai les occasions, que ce soit bosser dans un conservatoire, que ce soit faire le CNSMD de Paris, que ce soit faire plein de choses comme ça, où en fait, j'aurais moins peur de me dire ouais, mais il n'y a pas vraiment de finalité à travailler dans la musique. La musique, c'est un domaine vaste, en fait. Il y a plein de gens, c'est pas forcément... il y a plein de métiers dans la musique aujourd'hui. Tu peux faire ingénieur du mix, mais tu peux faire producteur, tu peux faire...
Voilà, là, même moi en ce moment, je considère faire de mon activité de producteur, pourquoi pas une source de revenus, tu vois? En fait, c'est juste, oser faire les choses comme ça, parce qu'en fait, c'est pas facile de se faire un nom, quand tu es dans la musique. Il y a aussi plein de compétiteurs, enfin plein de concurrence, pardon. Donc c'est des choses qu'il y a 10 ans, j'aborderais pas forcément sous le bon angle parce que tu pas l'expérience et en fait, pas le ouais, tu vois pas les résultats tout de suite, quoi, donc tu as peur. Et je pense que c'est la plus grosse, raison, qui fait que tu vas pas choisir un chemin dans la musique. C'est que tu te dis: «En fait, il y a déjà trop de monde, tout a déjà été fait, puis en plus ça a l'air technique», En fait, oui, mais en fait, on apprend aussi tellement plus facilement et plus rapidement aujourd'hui sur les réseaux, avec des entourages, enfin, tu vois? Il y a plus de gens qui partagent le même niveau que nous. Moi, je me rappelle avant, j'étais tout seul à faire ça, j'avais pas vraiment de potes, tu vois? Quand j'avais 15 ans, que je voulais un peu m'enregistrer tout seul et tout, bah, comme tu le dis, c'était difficile de trouver de l'info, tu vois? Aujourd'hui, en fait, tu vas sur internet, il y a plein de gens qui ont le même problème que toi, tu vas sur un channel Discord et tu tombes dans exactement ton cas, tu vois? Genre: «Ah, je viens de commencer la trappe, je suis sur FL Studio, j'ai tout craqué, comment on fait pour ça?» Et tu vois, il y a des gens qui sont là pour te répondre H24. C'est vraiment cool, tu vois? Donc en fait, si tu veux faire un truc, bah, je pense que tu peux au moins te donner les moyens et après c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est pas un chemin, facile pour tout le monde. Il faut un background, tu vois? Par exemple, pour bosser à Arturia, bah, tu vois, il faut quand même être un peu c'est une boîte d'un peu elle a des origines un peu ingé quand même, tu vois? Donc on aura plus tendance à choisir des ingés, enfin, il y a une majorité d'ingés dans la boîte, donc il y a des prérequis, mais ça veut pas dire que tu peux pas, te donner les moyens, d'améliorer, petit à petit ton studio, ton setup, les conditions de travail et essayer de trouver, un peu ton bonheur là-dedans, quoi. Je trouve ça dommage de me dire non juste parce que, pour des principes, quoi, tu vois? Et non, c'est clair. Et je trouve que t'as dit 2-3 trucs intéressants. Euh, du coup, je vais revenir point par point parce que je trouve ça super intéressant ce que tu as dit. Il y a plein de points avec lesquels je suis d'accord. Il y a un truc que je suis complètement d'accord, c'est le fait de s'entourer. Parce que souvent, il y a un truc qui est super dur, c'est de réussir seul. Parce que réussir seul, ça veut dire que tu te confrontes à plein de problèmes, plein de trucs. En gros, tu vas te prendre toutes les marches de l'escalier, en fait. Que quand tu es bien entouré, notamment de gens plus expérimentés, ils vont pouvoir te donner des conseils sur comment éviter de te prendre toutes les marches de l'escalier et peut-être d'en prendre une ou deux parce que t'es toujours un peu con et tu te prends toujours quelques marches forcément à un moment donné. Ouais. Et c'est vrai que moi je l'ai fait à mi-parcours, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans d'expérience, j'ai commencé à m'entourer et à faire des vraies réunions. Mais même quand j'ai commencé, le fait que en 2 ans je sois passé de je fais de la musique vraiment pas ouf à je fais de la musique potable, euh, ça a vraiment été en partie par les gens avec qui j'ai commencé à vraiment produire de la musique de manière un peu sérieuse. Et Ouais. on sous-estime vraiment à quel point la réussite, c'est pas que individuel, c'est aussi par les gens que tu côtoies. Et même si la phrase est un peu galvaudée, on est quand même la somme des gens avec qui on traîne le plus. Et donc forcément, quand on traîne avec des gens qui sont du même milieu euh, ou qui ont des ambitions, etc., et qui sont très motivants, ça te tire toujours plus vers le haut que des gens qui te disent que c'est pas possible. Moi, le drame de ma vie, c'est que quand j'ai commencé à vouloir faire de la musique de jeux vidéo, c'était que aucun prof ni aucun mec de ma classe ne pensait que c'était possible. Parce que dans un esprit un peu collectif, vivre de sa musique déjà, alors c'est très compliqué, mais alors vivre de sa musique dans un domaine aussi niche que le jeu vidéo, c'était mort. Ça, ouais. Et en plus, ça rejoint mon point 2, tu vois, qui était que le fait que le milieu, on dit souvent que le milieu est saturé. Ça n'a jamais été aussi facile de se lancer dans le milieu de l'audio parce que maintenant, tu as des plateformes comme DistroKid pour pouvoir diffuser ta musique. Tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu peux publier du contenu, tu peux mettre en avant ce que tu fais. Moi, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Magnolia Park. Parce qu'ils ont fait un nombre de TikTok et de vidéos Instagram avec leur musique qui diffusait en boucle, avec différentes situations. Et ça marche en fait. Et donc c'est possible. C'est juste que par contre, effectivement, faut comprendre les rouages d'une industrie. Mais c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ou 20 ans où bah, si tu voulais publier de la musique, fallait aller démarcher une boîte de disques pour essayer de leur vendre ton projet musical pour ensuite qu'ils te fassent record et qu'ils vendent le CD, tu vois. Et en fait, le challenge est plus là où il était. C'est ça. Aujourd'hui, faire de la musique, c'est bien plus «facile» entre guillemets qu'avant. Du coup, en fait, la difficulté, elle est plus d'en faire de la musique, tu vois? Enfin, tu veux promouvoir quand c'est vraiment ton projet, tu vois, aujourd'hui, enfin, tu vois, moi, je suis le premier, hein. Je voulais faire un album. Comme tu dis, je me suis entouré des bonnes personnes. Avec mon groupe, on a pris le temps, on a fait un album, DistroKid, Spotify, hop,
Là où en fait, avant, c'était beaucoup plus dur d'avoir cette finalité-là. Aujourd'hui, la finalité, elle est ailleurs, tu vois. C'est en fait, une fois que tu l'as mis sur Spotify, bah, c'est peut-être aller démarcher voilà, des playlists, faire sur les réseaux, faire ta com. Enfin, je pense qu'il y a des challenges qui n'existaient pas avant, du coup, qui sont apparus aujourd'hui parce que maintenant, faire de la musique, c'est possible pour tout le monde. En tout cas, tout le monde, demain, peut mettre quelque chose sur Spotify. C'est ça. Là où avant, c'était vraiment pas possible. Donc c'est ça, en fait, c'est comprendre les rouages d'une industrie de musique qui est mouvante et qui le sera encore parce qu'en fait, la technologie, elle fait que ça va beaucoup trop vite et que maintenant, aujourd'hui, on peut faire des trucs de ouf quoi, dans le monde de la musique plutôt rapidement pour pas grand-chose. Bien sûr. Moi, je partage tout le point de vue, ouais. Et en plus, tu vois, on dit souvent, je pense que dans tous les milieux, je pense que j'ai toujours entendu cette phrase de ce milieu, insérez le milieu que vous voulez, est saturé. Mais en fait, c'est. Oui, il y a beaucoup de gens tous les jours qui arrivent et qui prennent leur place dans le truc. Mais en fait, ce qu'on surestime, c'est le fait que ça se remplit, mais on oublie que ça fuit aussi d'un autre côté, parce que forcément, il y a aussi des gens qui arrêtent la musique, il y a des gens qui se rendent compte que c'est plus ce qu'ils ont envie de faire, ou il y en a qui sont complètement largués, parce que l'industrie a tellement changé entre le moment où ils sont rentrés et le moment où ils sont sortis, qu'en fait, bah, ils n'arrivent plus à suivre le modèle, ou peut-être qu'ils ont juste plus les mêmes ambitions. En fait, il y a des slots qui se libèrent et des slots qui se remplissent, en fait. C'est un vase communicant. Donc, c'est complètement Ouais. possible. Et moi, des fois, on se rend pas compte, hein, mais on est 100 millions de francophones. On est 100 millions de personnes à parler français. On se rend pas compte, hein, mais ça fait quand même beaucoup. Et sur ces 100 millions, il y aura même pas 1% qui fera de la musique et qui ira assez loin pour essayer d'en vivre. En vrai, même en comptant tous les Ouais. milieux. Donc, il y a de la place. C'est juste qu'après, effectivement, il y a un investissement qui est nécessaire à minima, c'est-à-dire de comprendre un peu les codes, de s'éduquer un peu sur le sujet, parce que forcément, soit tu regardes plein de vidéos YouTube et tu essaies de trouver tous les trucs qui t'intéressent, soit tu fais de la formation en école ou en ligne, peu importe, et à un moment donné, t'incrémentes sur le temps jusqu'à être capable de produire quelque chose d'intéressant, en fait. Mais effectivement, ça se fait pas comme ça, en fait. Ça prend quand même un peu de Ouais. temps et d'investissement, quoi. C'est vrai que c'est après voilà, là aussi donc on parle d'une chose un peu assez c'est ciblé qui est de vivre de la musique et comprendre l'industrie de la musique et ses rouages. C'est vrai que pour une personne qui veut par exemple débuter la MAO et qui veut faire ça de son hobby, je pense qu'il du coup il ira il sera beaucoup moins confronté à certaines contraintes qu'on évoque là. Et du coup pour lui la musique va juste lui paraître quelque chose de un peu plus simple qu'avant, plus accessible, Bien moins sûr. cher. Et en vrai c'est aussi pour ces personnes-là, tu Ah vois. bah oui. C'est que pour une personne qui veut pas vraiment en vivre, bah en fait aujourd'hui elle peut faire de la musique facilement, tu vois. Et ça c'est trop cool, ça c'est vraiment bien. C'est clair, même quand. Enfin, maintenant, tout est vraiment. T'as moyen de commencer à un prix ultra abordable. Je pense que, franchement, on remonte 30 ans en arrière. Pro Tools coûtait 3000 balles, je crois. Déjà, faut les avoir. Ça descend. Faut avoir un PC qui lance la machine. Et après, il faut tout l'équipement. Et même si on monte encore plus en arrière, il te fallait les bandes magnétiques, il te fallait la table et tout. Enfin, c'était toute une galère. Maintenant, C'était chaud. maintenant, t'as besoin d'un PC. Allez, un PC, on va dire 800 balles. Allez, on va dire ça. T'as besoin d'une carte son et d'un casque. Et tu peux à peu près te lancer. Parfois la carte son elle est même pas Bah oui. nécessaire. Parfois il y a des gens et surtout en plus il y a pas mal où en fait Splice se démocratise et il y a beaucoup plus de fichiers acoustiques qui sont en fait des samples que tu vas drag and dropper dans ton dos. Donc en vrai peut-être pas moi j'ai déjà vu des gens qui produisaient juste avec un laptop et un casque. Carte son, ils ont rien besoin d'enregistrer et ils font tout du sample, de la tu vois, et bon, par contre, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, il faut une bête de course en termes d'ordinateur. Là, tu as raison. 800 balles, je pense que c'est raisonnable dans ce que tu as dit. Enfin, c'est pas sous-estimer le prix d'un ordinateur quoi, quand tu fais de la musique. Et c'est vrai que tu as raison, on a besoin de pas grand-chose en fait. Et au Comme avant, en final, tout cas. tu vois, je pense que le truc le plus dur, en fait, c'est d'oser commencer. C'est se lancer et avoir la patience de durer, tu vois. Parce qu'en fait, comme dans tous les domaines, il y a une barrière à l'entrée qui est de la frustration de ne pas avoir des résultats absolument stylés dès le début. Et que souvent, ça C'est vrai. prend 1 an, 2 ans, 3 ans, pour certains même 10 parfois, pour commencer à avoir des choses qui sont vraiment intéressantes. Et cette barrière-là, moi, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui se gamellent là-dessus parce que je pense que c'est un peu générationnel. Je pense qu'avec... c'est devenu tellement plus facile et tellement plus accessible d'avoir un peu notre dose de dopamine et d'avoir tout de suite, tout rapidement, que ça nous rend aussi Ouais. impatients. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. En fait, c'est un grand challenge que l'on a nous aussi à Arturia. C'est voilà, en fait, ce que tu dis face à des gens qui sont
qui ont des exigences, disons, au niveau de la musique. Soit on peut se dire que c'est générationnel et qu'aujourd'hui, du coup, on a de la place pour améliorer nos systèmes et que du coup, on pourrait fournir un résultat plus convaincant plus rapidement avec des plugins, avec des trucs comme ça. Soit c'est une autre manière de se dire, en fait, quelle que soit la manière dont tu vas faire de la musique, il faut persévérer parce que c'est un milieu qui est comme ça. Je pense qu'il y a quand même un peu des deux, c'est pas tout blanc tout noir. C'est sûr que la musique, si tu veux avancer vraiment loin, t'as quand même besoin de comprendre. Aujourd'hui, quand même plein de choses que tu peux faire sans rien piger à la musique, et ça, c'est fou. Genre, si tu sais pas mixer, si tu sais pas produire, tu sais pas ce que c'est qu'un accord, tu sais pas ce que c'est qu'un synthétiseur, t'es capable de sortir une track avec des synthétiseurs mixés sans même le savoir. Juste en utilisant des outils qui te disent que tu peux le faire. Parce que t'as l'impression que c'est ce qu'il faut faire sur les plateformes, tu vois. Et ça, je trouve ça fou. Parce que ça permet à des gens qui n'ont pas de background technique de faire ces mêmes choses-là, c'est juste qu'ils n'ont pas le même degré de compréhension. Mais ce que je vois, c'est que ça va encore plus ramener des gens dans l'industrie de la musique, comme tu dis, et peut-être que ça va, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un énorme avenir là-dedans, quoi. Ah bah c'est clair. C'est devenu tellement plus simple. J'ai découvert il y a pas très très longtemps sur une vidéo de YouTube un plugin de chez Waves qui en gros c'est un potard et en fait par rapport à la voix en entrée, il va en fait osciller pour normaliser le signal pour que le volume soit homogène. J'arrive comme Ford, GT, brûlé discrètement, il a guetté. Un coup de pied retourné, ça s'est gâté. Mais regarde-toi, qu'est-ce que tu prends l'armée? Je finis de rouler, mon shit tout gras. Charlie Monter dans la Gova. Mon pote poursuivi par les schmectas. C'est fou. Moi j'aurais tué il y a 5 ans en arrière pour avoir un plugin comme ça parce que c'est un gain de temps au lieu de le faire à la main. En fait là t'as vraiment un truc qui te le fait tout seul quoi. Et t'as vraiment toutes les finesses de la voix quoi. Et c'est fou. Je me dis mais on va... Dans 10 ans, on va avoir que des plugins feignasses. On va être là. Tu mets tous tes plugins, pouf, t'attends. Allez, c'est parti. J'attends 5 minutes que ça fasse son rendu et puis c'est fini. Quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est souvent cette idée de plug. Enfin, je vois ce que tu veux dire par plugin feignasse. Mais moi, ce qui est cool, c'est d'avoir plusieurs degrés de compréhension. C'est que tu vois, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure sur la série des Augmented, t'as une version light, t'as une version play, t'as une version intro, comment tu veux l'appeler, t'as une version simple, t'as genre 2 contrôles et après tu peux avoir plus de profondeur si tu veux. Tu vois, comme ça, à la fois, le produit il parle à plusieurs personnes et il parle bien à plusieurs personnes, tu vois. Bien sûr. Pas peut-être moi, admettons que je suis expert, j'ai peut-être pas envie forcément de voir la vue expert et j'ai juste besoin d'avoir quelques contrôles. Ou au contraire, je suis beginner, j'ai envie d'apprendre, peut-être je vais ouvrir le panneau, mais dans tous les cas, je pourrais revenir à la vue qui m'intéresse, tu vois. Bien sûr. Et du coup, c'est cool d'avoir à la fois ces deux visions-là, ou que de se dire, ouais, on va faire que des plugins de niche où il faut forcément comprendre, quoi. Ah bah, ça s'appelle Glitch Machine. Hein. C'est... Si tu devais donner un conseil à un mec qui a envie de suivre un peu le même chemin que toi, qui a envie de devenir un peu... de travailler dans une boîte qui produit des instruments, des plugins, etc., qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? En vrai, je commencerai par donner un plugin. Je commencerai par donner un conseil, pardon, assez pragmatique, qui est aller sur les réseaux sociaux et ajoutez-vous dans les communautés qui font à peu près les mêmes choses que vous en termes de musique. Parce que c'est le meilleur moyen d'aller au plus rapidement vers des personnes qui vont vous apporter des choses dont vous avez besoin, des connaissances, que ce soit à la fois des plugins sur la musique ou même sur les gens autour, sur des marques, etc. Parce que c'est la manière avec laquelle vous pouvez aller le plus vite là-dedans. C'est vraiment, je pense, aller sur des communautés de gens qui font les mêmes choses que vous, pour être au courant des choses qui se passent, pour être au courant des marques, pour être au courant de comment on fait de la musique aujourd'hui, et à la fois résoudre vos problèmes. Ça, c'est le truc le plus pragmatique que je dirais qui aura le plus de bénéfices à court terme. Ça serait de parler à ces gens-là, en fait. Ensuite, les autres conseils que je pourrais vous donner, ça serait de pas, comme on l'a dit, pas avoir peur de faire ça. Effectivement, je comprends qu'on puisse aborder ça que d'un point de vue hobby et qu'on ait peur de l'engagement au début. J'ai envie de dire, ça dépend beaucoup de votre situation professionnelle autour de ça. Si vous avez, je sais pas, des parents, ou si vous avez vous-même de quoi financer vos projets musicaux, en fait, allez-y, parce qu'en fait, vous travaillez ou vous avez de l'argent, c'est peut-être pour faire un peu ça aussi, parce que ça vous passionne, donc je trouve ça con de passer à côté. Si vous n'avez pas le choix, si en fait vous êtes par exemple, c'est pas que vous n'avez pas le choix, mais si vous voulez faire de la musique votre source de revenus principale, du coup c'est d'y aller à fond. Là il n'y a pas d'autre choix en fait, c'est juste s'entourer des bonnes personnes, faire de l'investissement, donc acheter du matériel et faire des productions et être efficace en fait. C'est-à-dire aborder ça d'un point de vue professionnel plutôt qu'artistique.
Parfois, c'est assez difficile quand on fait de l'artistique parce que, enfin, quand on fait de l'artistique, sa profession, parfois on a l'impression de perdre le côté artistique. C'est-à-dire, moi je connais des gens qui font des beats, Gross beat. qui font voilà, des prods, ils les font à la chaîne, ils en font peut-être 5 par jour, tu vois, parce qu'ils doivent démarcher des gens derrière et tout. Il y en a qui diraient: «Oui, mais du coup, on perd complètement la nature de la track». Mais en fait, non, c'est juste le mec, il a besoin de ça pour pouvoir vivre de la musique. En fait, il faut savoir faire la part des choses. Si tu veux faire de la musique ta profession, bah, faut te rendre compte qu'à un moment donné, c'est un métier, quoi. C'est pas que juste, tu veux rentrer, tu veux te détendre, tu veux faire, des accords pour, calmer ta journée. C'est pas ce mood-là, tu vois? C'est le mood de, faut en faire une profession, donc du coup, faut être au courant de ce qui se passe autour, faut être un peu efficace, faut se donner les moyens, quoi. Après, ça veut pas du tout dire qu'on néglige le côté artistique, dans la profession. C'est juste que, faut être conscient des enjeux, et de ce que les autres vont proposer et si votre objectif, c'est de réussir avec la musique, et bah, du coup, il y a que comme ça que vous pourrez persévérer et être au courant de ce qu'il faut faire ou pas faire et c'est assez difficile, mais je pense que c'est une manière de voir les choses. Ça semble être un bon conseil. Et est-ce que tu auras un conseil complémentaire pour des gens qui voudraient faire un peu le même métier que toi? C'est-à-dire, par exemple, voilà, s'ils veulent travailler dans une marque comme Arturia ou un autre concurrent, peut-être que, tu aurais des conseils aussi là-dessus? Ouais, j'en aurais plusieurs, ouais. Je pense que déjà, il faudrait que, parce qu'en fait, le niveau de l'industrie musicale, c'est quand même quelque chose d'international. Ça serait cool de voir un peu ce qui se passe tout autour du globe terrestre, en termes de musique. Être à l'aise, j'imagine, enfin, être à l'aise avec la communauté anglaise, parce que c'est dans cette communauté-là où il y a le plus de conseils. Donc Arturia, bon, nous, on est français, il y a d'autres boîtes qui sont dans le son et qui sont, français. Slate Digital, Expressivy sont des marques qui sont dans l'industrie de la musique et qui sont en France. Si vous voulez, par exemple, j'en sais rien, Native Instruments, Focusrite, enfin tout ce qui est enfin Novation et tout, Spitfire, c'est plutôt à l'étranger. Mais dans tous les cas, il faut que vous ayez une très bonne culture musicale. Pas forcément connaître les classiques des années 70, mais ça veut juste tout simplement être conscient des pratiques aujourd'hui, comment on fabrique du son à l'état pur, et comment on le consomme. Ça peut être énorme. Donc là, moi, je parle de mon background d'ingé, donc j'ai beaucoup fabriqué du son, comment est-ce que ça fonctionne et tout. Aussi, comment on consomme de la musique aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on recherche. Enfin, les entreprises, en tout cas comme Arturia, on recherche des gens qui savent, qui comprennent les rouages de cette industrie, de voilà, comment est-ce qu'on consomme de la musique aujourd'hui, comment est-ce qu'on la vend. Ça peut être des influenceurs qui passent, voilà, ça peut être TikTok, ça peut être des influenceurs, ça peut être des artistes en live, ça peut être des festivals, ça peut être, enfin, plein de manières dont on consomme la musique aujourd'hui et ces gens-là ont des besoins et nous, on a juste envie de, voilà, de les satisfaire. Donc le conseil que je donnerais, ça serait de ne pas avoir peur d'aller dans des événements musicaux, donc des festivals, de ne pas avoir peur d'aller sur TikTok. Moi, je me suis mis sur TikTok pour voir ce qui était à la mode et tout, etc. S'abonner à plein de comptes d'influenceurs de musique pour connaître un peu toutes les bonnes pratiques qui sont faites. Et voilà, après en termes techniques, mais enfin non, j'ai envie de dire ça dépend trop du métier, parce que comme on l'a dit, il y a trop de métiers dans l'industrie de la musique, mais dans tous les cas, c'est un métier où il va falloir être curieux, je pense. Je pense que c'est aller voir comment est-ce qu'on fabrique de la musique chez les autres. Une partie de mon métier, c'est de voir comment est-ce que les gens fabriquent de la musique pour qu'on puisse proposer les plugins et les produits les mieux adaptés aux débutants, aux intermédiaires et aux avancés. Et du coup, je fais beaucoup d'interviews comme ça où juste je m'assois avec un producteur de musique ou un ingénieur du mix. Je demande d'ouvrir sa dernière session ou alors une session qu'il a kiffé de produire. Et moi, je regarde un peu comment il travaille, tu vois. Donc, il va peut-être me dire, bah voilà, j'utilise ça, ceci, cela. Moi, je vais peut-être remarquer qu'en fait, il a des difficultés à faire ça, mais il me le dit pas forcément. Et c'est là où, en fait, notre travail, il intervient. C'est qu'en fait, on va venir chercher les petits pain points, les petits points de difficulté que les gens n'arrivent pas forcément à cibler. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile de faire de la musique, ou peut-être qu'on a encore des frictions, tu vois. Et du coup, c'est d'être curieux, c'est d'aller chercher comment est-ce que les autres produisent, qui vont faire en sorte que vous allez être à l'affût de ce genre de choses, que vous allez être au niveau, et que vous allez pouvoir apporter un esprit critique et avec de la valeur ajoutée dans ce genre d'entreprise, je pense. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de comprendre les non-dits et les douleurs non-dits. C'est un truc aussi qu'on fait vachement, enfin moi je le fais vachement avec mes clients, c'est de comprendre en fait, ils vont pas me le dire, mais en fait moi je vais leur dire des choses pour essayer d'aller leur tirer les verres du nez, même s'ils me le disent pas directement, je vais faire ok, ça c'est leur enjeu, ça c'est le truc important, mais ils me le diront pas parce que soit ils l'ont pas compris eux-mêmes, mais c'est un problème, soit juste ils veulent pas me le dire parce que il peut y avoir un peu parfois de la gêne de dire ah j'arrive pas à faire ça. Tu vois. Et des fois, non, mais clairement, l'ego ça- rentre un peu en conflit, quoi. Et ouais, parfois l'utilisateur sait, parfois il sait pas. Parfois il sait qu'il a besoin d'un nouveau contrôleur, parfois il sait qu'il a besoin de tel truc, parfois il sait pas que ça va pas en fait. Oui.
Bon, c'est des problèmes débiles, hein, mais on en a tous. Tout le monde, on se dirait bien, ah bah si ça allait plus vite, ou si ça c'était plus fun, ou si ça. Bien Ah. sûr. Et c'est pas facile de mettre le doigt dessus, quoi. Et pour finir un peu cette interview, est-ce que tu as une recommandation, un plugin, une vidéo coup de cœur, un truc qui t'a vraiment beaucoup plu ces derniers temps et que tu te dis ah ça c'est trop bien, j'ai trop envie de le faire découvrir quoi. Que j'ai envie de faire découvrir un plugin. Ça peut être un plugin, ça peut être un hardware, ça peut être plein de trucs. Non, moi je serais plus tenté par un plugin. Je dirais, en fait, peut-être que ça va parler. C'est débile hein, ce que je vais dire, mais Mhm. c'est une recommandation. J'ai téléchargé un plugin il y a pas longtemps qui est free de chez Ven Audio. C'est un clipper. Je sais pas si je sais pas si la communauté connaît le concept de clipper. C'est tout simplement quand un signal il monte au-dessus d'un certain threshold, on va couper le signal, ça va rendre le signal beaucoup plus, ça va distordre le signal, ça va lui ajouter une coloration et ça va à la fois réguler la dynamique. Et je trouve que ce plugin de chez Ven Audio, un clipper, Free Clipper, je crois qu'il s'appelle, c'est quelque chose qui va permettre de grossir une track rapidement. Quand on se pose la question, ouais, comment est-ce qu'on fait pour que mes drums elles sonnent plus fort? Comment est-ce que je fais pour que ma voix elle ait un peu plus de saturation? Et ben moi je suis tombé là-dessus par hasard il y a pas longtemps. Et je trouve que c'est un plugin qui fait vachement le taf. Je l'utilise beaucoup dans mes productions actuelles. Donc je vous invite à checker, c'est free, c'est complètement gratuit. C'est chez Ven Audio, ça s'appelle Free Clipper. Et c'est super cool, à utilisation, super intuitif. Il y a un bouton et ensuite vous pouvez expérimenter. Voilà. Ouais, moi j'ai beaucoup cherché à savoir comment est-ce que je pouvais grossir mon son et on m'a dit oui, un compresseur avec des bonnes attaques, des bonnes releases, un limiteur. Ouais, c'était trop compliqué. En fait, le clipper bien utilisé, ça peut faire le taf. Et il y a beaucoup, c'est très utilisé, mais on n'en entend pas parler chez les producteurs de trap et tout, etc. Où en fait on veut garder les drums bien au fond du visage, tu vois, comme ça, qui te tapent. En même temps, on veut contrôler la dynamique et on veut pas que ça t'explose les oreilles. Et ben le clipper, c'est une bonne solution. Donc si jamais ça vous parle, ce que je vous dis, bah, n'hésitez pas à checker Ven Audio Free Clipper. Voilà, ma petite recommandation du jour. Et bah c'est très bien. Bah écoute, merci de ton temps. Merci pour cette interview. Je pense que les gens qui l'ont regardé jusqu'au bout, je pense qu'ils ont appris plein de trucs. Je pense que c'était assez enrichissant. Et puis c'est toujours intéressant de voir des parcours un peu atypiques et de voir un peu que bah en fait on peut tous trouver sa place dans le milieu de l'audio à différentes échelles et à différents niveaux. Et puis voilà quoi, c'est assez intéressant je pense. Clairement. Bah, en tout cas, merci à toi Aurélien, merci d'avoir pris du temps pour expliquer à ta communauté toutes ces choses, tous les rouages de l'industrie musicale. Moi, ça m'a fait plaisir de te parler et au plaisir de te revoir une prochaine fois pour d'autres projets quoi. Carrément. Et bah on fera ça. Ça marche.